Bonsoir à tous, mardi 11 septembre, bienvenue dans le 7-8 journal de la rédaction de TV 78, tour d'horizon de l'actualité locale. Tout de suite, les titres de cette édition. De Toussus-le-Noble à Versailles, Nature et Découverte va déménager son siège dans la Cité Royale au printemps 2019. Le groupe spécialisé dans les produits de bien-être va s'installer dans une ancienne halle ferroviaire de la gare des Chantiers. Le quartier environnant est en pleine réhabilitation. Ne l'appelez plus Commanderie des Templiers, mais tout simplement la Commanderie. Le lieu historique d'Elancourt a fait peau neuve pour sa nouvelle saison. D'ailleurs, le coup de cœur culture du jour sera consacré à l'une de ses expositions. C'est à la fin de ce journal. Enfin, le refuge SPA de plaisir au cœur d'un documentaire réalisé par la chaîne C8. La première partie a été diffusée vendredi dernier. Un bon coup de projecteur pour le site qui a vécu un été difficile en raison du nombre d'abandons d'animaux. Nous faisons le bilan avec Ninon Rueff, chef d'équipe au refuge de plaisir. Nous parlons aussi tout à l'heure d'un anniversaire à Trappes. La ville fête 50 ans de jumelage avec la commune tchèque de Koprivnice. Le conseil de surveillance de la Société du Grand Paris connaît son nouveau patron. L'élu de Seine-Saint-Denis, Patrick Braouezek, a été désigné président vendredi. Pour rappel, la SGP est en charge du projet du Grand Paris Express, ces nouveaux métros déployés dans la région dès les années 2020. Une élection qui ne passe pas auprès des 7 présidents des départements franciliens, également membres du conseil de surveillance. Ils dénoncent une élection nomination opérée par l'État. Par conséquent, ces derniers ont boycotté le vote vendredi. Les élus d'Île-de-France militaient pour une candidature de Pierre Bédier, président du département des Yvelines. Le quartier des Chantiers à Versailles en pleine mutation, c'est au tour de l'ancienne halle ferroviaire de la gare de connaître un renouveau. Entièrement réhabilitée, elle accueillera d'ici le printemps 2019 le nouveau siège de Nature et Découverte. Marilène Yapichino est allée visiter le chantier. D'une halle ferroviaire, il n'en reste que la charpente métallique. Dans sa réhabilitation du quartier des Chantiers, la mairie de Versailles a trouvé en Nature et Découverte une enseigne spécialisée dans les produits de bien-être et de lien avec la nature, fondée en 1990, l'entreprise idéale pour s'y installer. Pas question pour autant de détruire ces vestiges du passé. Et j'ai donc décidé très tôt de prendre le bâtiment tel qu'il était, de construire un bâtiment en bois qui vienne le conforter, comme quelque chose qui viendrait épauler un vieux bâtiment, voilà, comme quand une béquille. Une béquille avec un nouveau matériau, le CLT. Comparable à un contreplaqué plus épais, il est composé de pin blanc du Nord et permet de construire des bâtiments de grande hauteur. Plus de 3000 m² sur 3 étages en bois pour un effet très nature, avec également des panneaux photovoltaïques sur le toit. On est dans la grande tradition de l'ADN de Nature et Découverte, c'est-à-dire de l'écologie, la nature et l'écologie. Par conséquent, ce bâtiment est totalement écologique. Et puis, derrière, nous avons la chance d'avoir des jardins qui nous ont été donnés en concession par la ville de Versailles pour faire un potager en permaculture. Car la Fondation Nature et Découverte installe avec son siège un jardin en permaculture. Une aubaine pour le maire de Versailles qui souhaitait installer un potager dans sa ville mais manquait de financement. On a trop souffert de ces villes dortoirs à côté de Paris. Ici, c'est une ville avec son urbanité, avec sa complexité. Et aujourd'hui, on montre qu'à côté de ce cœur de ville, il peut y avoir des jardins. Les travaux vont se poursuivre jusqu'au printemps 2019 et l'entreprise espère s'y installer au mois de mai. Un demi-siècle d'histoire en commun, la ville de Trappes fête ses 50 ans de jumelage avec Koprivnice en République tchèque. En août, une délégation trappiste s'est rendue sur place. Mes 2 invités étaient du voyage. Annie Le Hir, bonsoir. Bonsoir. Alors comment on prononce Koprivnice en tchèque ? Koprivnice. Voilà, c'est un peu mieux. Vous êtes présidente du comité de jumelage de Trappes et également avec nous en plateau Cheikh Agne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes 2e maire adjoint de la ville de Trappes en charge de la vie démocratique et associative. 50 ans de jumelage avec une ville étrangère, qu'est-ce que ça représente pour la ville de Trappes ? Beaucoup de choses. Merci. Je voudrais d'abord remercier nos maires, Guy Malandin en premier, le maire honoraire de Trappes Bernard Rigaud et le maire de Koprivnice, d'avoir ménagé aucun effort pour porter ce projet. 50 ans, ce n'est pas 5 mois, ce n'est pas 5 jours. C'est une preuve que ce projet a été porté par des institutions que sont nos maires, par des hommes, par des femmes, par des associations qui est le comité du jumelage. C'est une preuve que c'est un projet qui porte à cœur nos 2 peuples de la République tchèque
et d'être trappiste. 50 ans, Annie Lehir, avec une signature en plus, c'est un contrat d'amitié entre les deux villes. Finalement, c'est le renouvellement de ce jumelage. L'histoire va se poursuivre avec cette ville tchèque. Bien sûr, bien sûr. Nous avons plusieurs jumelages à Trappes et le jumelage avec Kopčivnice, c'est vraiment le jumelage qui vit intensément. 2 échanges par an. Beaucoup de trappistes connaissent notre ville jumelle Kopčivnice. Et les Tchèques, quand ils nous rencontrent dans la rue, nous reconnaissent. Donc c'est assez amusant d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est un vrai pari d'amitié, parce que 50 ans, c'est aussi beaucoup d'histoire, beaucoup de changements dans les régimes, même politiques des pays. Et donc forcément, c'est un peu comme un mariage, avec des concessions, des discussions, et puis... malgré tout, on continue, et on continue pour les habitants. Des échanges réguliers, vous l'avez dit. On précise que Kopřivnice est situé à l'est de la capitale tchèque, Prague. Il y a plus de 20 000 habitants sur place. Et oui, à peu près 20 000 habitants. Oui. Le cœur de la ville, au départ, c'est la construction des camions Tatra, qui ont gagné plusieurs Paris-Dakar, d'ailleurs, depuis. Et en fait, c'est un peu la Sochaux... La Sochaux tchèque, oui. Avec la construction de ces camions. Et à Trappes, il y avait à l'époque l'importateur de ces camions, d'où la signature du premier jumelage, qui était un élan un accord avec le maire, les usines Tatra, l'usine Stragère qui importait les camions Tatra, enfin... Tout ça est fondé sur quand même une histoire importante. Et aujourd'hui, il y a une rue Kopřivnice aussi à Trappes. Actuellement, il y a une rue Kopčivnice, oui, à Trappes. Je vais continuer de le prononcer en français, ça va être dur pour moi. Comme vous voulez, c'est pas un problème. On va vous inviter au cours de tchèque, peut-être. Très bien, l'invitation est entendue. Chekagne, ça représente quoi pour la ville finalement? Quelle est l'importance de développer, d'entretenir des liens avec des villes étrangères, des villes européennes? Ou même du monde? Beaucoup de choses. Donc l'ouverture vers l'international d'abord, des relations fondées sur la paix, des relations fondées sur l'amour et des relations fondées entre les jeunes trappistes et les jeunes tchèques. Le rôle d'une ville, c'est de mettre en pratique, de mettre en linking tout cela. Il y a eu des échanges, on voit notamment à l'image des jeunes tchèques qui étaient venus à Trappes il y a 2 ans. Nous avions en 2016 monté un projet, ce qu'on appelle le projet Erasmus, entre nos amis tchèques et polonais. Et l'objet était de dire que nous avions, nous, en tant que trappistes, un conseil des jeunes. Il y avait un conseil des jeunes en République tchèque, il n'y en avait pas un en Pologne. Et nous avions dit, nous allons fédérer nos forces, nous allons échanger et aider nos jeunes polonais à mettre en place un conseil des jeunes. C'est dans ce sens que nous nous sommes retrouvés d'abord dans un premier temps à Trappes, pour un séjour de 4 jours. Et ensuite, 12 jeunes trappistes se sont rendus en République tchèque en compagnie des jeunes polonais. Et l'objet était de travailler ensemble de sorte qu'on puisse installer également un autre conseil des jeunes en République de Pologne. Voilà un projet vraiment qui nous portait à cœur. Et c'est pas le seul jumelage de Trappes. Trappes est également jumelé avec une ville italienne, Castiglione del Lago. Là, l'accent est plus assuré. Quelle mission, en fait, quelles sont les missions d'un comité de jumelage dans l'entretien, on va dire, de ces relations avec les villes étrangères? Les missions sont avant tout de lier les populations, les habitants, de les faire connaître, de choisir des objectifs communs, des rencontres. Bon, au mois d'octobre, là, on reçoit 2 délégations culturelles, une italienne, une tchèque. Et donc, je pense que ça va être un moment joyeux et festif. Donc, c'est surtout ça. Et puis, aussi, des moments sportifs, des clubs de sport qui se rencontrent. Ça passe de l'escrime au football, pas de rugby. Malheureusement, les Tchèques pratiquent peu le rugby, et peu l'escrime. Mais on a vu venir des hockeyeurs qui ont reçu les escrimeurs. Donc voilà. On mélange les équipes. Une dernière chose, c'est une actualité, ça sera le 18 septembre. La ville de Trappes va signer avec le comité de jumelage et l'association des ressortissants de Niériste, une ville du Sénégal, elle va signer une convention. Qu'est-ce que ça va mettre en place, cette convention? Alors, cette convention va mettre en place, la ville de Trappes s'est engagée résolument vers l'international. Et depuis 3 ans, 5 ans, nous soutenons donc toutes les actions en faveur du monde, du tiers-monde. Et nous avions mis en place ce qu'on appelle un appel à projet, parce que nous avons à peu près 150
associations sur la ville, il était plus difficile pour nous d'apporter une subvention pour aller à l'international. Et nous avons voulu être justes en disant on fait un appel à projet. Un appel à projet où les associations peuvent soumissionner et il y a un jury qui décide et qui dit cette association-là a remporté pendant 3 ans, va faire un projet avec nous. Et la ville a délégué le comité du jumelage justement pour suivre toutes ces questions techniques avec l'association. Et donc cette année, nous avions, il y a 3 ans, c'était au Congo, un projet qui a été très managé par notre ami M. Botolo. Et cette année, c'est une réflexion d'une case de santé au Sénégal, dans la région du Sénégal oriental, avec l'association des ressortissants de Nyeri, donc qui va démarrer. On va signer le vendredi 18 à 18h. Convention tripartite le vendredi 18 septembre. Merci à vous deux, Annie Lehir, présidente du comité de jumelage, et Cheikh Agne, deuxième maire adjoint de la ville de Trappes. Merci d'avoir été avec nous. Merci. C'est une tradition pour les communes, et d'ailleurs Trappes n'y échappe pas. Au moment de la rentrée scolaire se déroulent les forums des associations. Le week-end dernier, plusieurs villes de Saint-Quentin en Yvelines organisaient leur événement. Des associations sportives, culturelles et caritatives, toutes étaient au rendez-vous. Reportage à Magny-les-Hameaux et Guyancourt de Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. La voix est signée Mickaël Elmidoro. Trouver son sport, son activité culturelle ou s'engager pour une cause, un casse-tête pour les visiteurs des forums d'associations. À Magny-les-Hameaux, 90 structures sont actives, près de 250 bénévoles étaient présents pour animer cet événement. Ça permet d'avoir de la visibilité, mine de rien, c'est important aussi que les nouvelles personnes qui arrivent donc, sur Magny-les-Hameaux sachent qu'il y a du basket. À côté du sport, les associations caritatives présentent leur mission. C'est le cas de la marche à suivre qui organise des maraudes tous les dimanches. Un de nos objectifs, c'est de pouvoir travailler avec d'autres associations de manière transversale. J'ai pris d'ailleurs contact avec l'association Vestiaide qui, elle, justement, travaille sur la récupération de vêtements pour pouvoir les redistribuer aux personnes qui en ont besoin. Donc du coup, ça permet de créer, comme cet exemple-là, des collaborations. Donc c'est très intéressant. La vie associative, un enjeu politique majeur pour les communes. Il y a quelques difficultés sur le renouvellement des bénévoles qu'on essaie d'accompagner au mieux en proposant des formations. On travaille sur une école du bénévolat pour essayer de former les nouvelles générations au bénévolat, mais globalement plutôt dynamique et on essaie d'accompagner ce dynamisme. C'est important parce que ça permet aussi aux Guyancourtois de pouvoir se rencontrer, de pouvoir participer à une association et de ne pas être isolé, c'est le vivre ensemble. C'est pour ça effectivement c'est quelque chose auquel on tient énormément nous, la municipalité, de favoriser la création d'associations ou la pérennité de certaines des associations en soutien. En 2018, la municipalité de Guyancourt consacre près de 16% de ses dépenses à ce poste budgétaire. Pour Magny-les-Hameaux, la somme atteint plus de 230 000 €. Des militants de la cause animale condamnés, 4 membres de l'association 269 Libération Animale ont été copés d'une amende de 3 000 €, sanction prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles pour violation de domicile. En avril dernier, ces activistes faisaient partie des 66 personnes à s'introduire en pleine nuit à l'abattoir porcin Guiharan de Houdan. Militants et personnels de l'établissement en étaient venus aux mains. Et dans un communiqué, l'association dénonce un jugement particulièrement sévère et inédit contre des individus sans casier judiciaire. On accueille sur ce plateau une nouvelle invitée, Ninon Rueff. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'équipe au refuge SPA de Plaisir. Alors les caméras de C8 ont tourné un documentaire entièrement sur place. La première partie a été diffusée vendredi dernier. La prochaine sera diffusée ce vendredi à 21h. On en parle juste après. Parlons déjà du bilan de l'été pour le refuge SPA. Alors ça a été une saison assez difficile en raison du gros nombre d'abandons cette année, c'est ça? Tout à fait. On appréhende toujours l'arrivée de l'été dans tous les refuges. La situation est la même partout. Cette année, on a recueilli en 3 mois, on a recueilli 600 animaux. C'est une période où il y a peu d'adoptions et on est extrêmement sollicité pour des demandes d'abandon. Et on se retrouve assez démunis. On essaye de pousser les murs et d'accueillir le maximum d'animaux. C'est beaucoup de travail pour les agents animaliers et nos bénévoles. Mais là, on a un bilan plutôt positif dans le sens où on a bien tenu, les adoptions reprennent. Et depuis mi-août. Depuis mi-août, les adoptions reprennent. Les juilletistes sont rentrés de vacances et sont venus nous aider à soulager notre refuge et puis à nous permettre surtout d'accueillir d'autres animaux qui étaient en attente d'abandon ou qui avaient besoin de sortir de fourrière. Comment on explique qu'il y ait à chaque fois cette recrudescence d'abandon au moment de l'été? Alors, il y a des abandons tout le long de l'année, mais la période des vacances, effectivement, c'est l'occasion pour des personnes qui ne s'organisent pas, qui n'ont pas anticipé la présence de l'animal avec eux pendant leurs vacances. C'est l'occasion de lui trouver quelquefois beaucoup de défauts et puis de se dire là,
on lâche prise, on renonce, on l'a pas bien éduqué. Il peut y avoir des raisons aussi sociales, financières. Il y a toutes sortes de raisons. Mais du coup, effectivement, c'est assez dur parce qu'on se retrouve quelquefois à devoir faire patienter des gens qui sont dans une situation sociale très compliquée, à qui ça arrache le cœur d'abandonner leur animal. Et comme les animaux sont saturés les fourrières sont saturés d'animaux laissés lâchement sur la voie publique, ces animaux-là prennent la place d'animaux dont les propriétaires sont dans une grande détresse. Donc notre travail, c'est d'aider aussi ces personnes et on essaie de le faire le mieux possible. La situation du refuge aujourd'hui, quelle est-elle? Vous disiez les adoptions ont repris depuis la mi-août, ça se poursuit? Ça se poursuit, oui. Il y a eu plusieurs bons week-ends. Certainement qu'effectivement, l'effet de l'émission sur C8 a porté ses fruits pour le week-end qui vient de s'écouler. Plus de 30 chats, plus de 10 chiens ont été adoptés dans le week-end. Donc ça nous fait vraiment une bouffée d'oxygène. Oui, c'est un excellent coup de pub pour le refuge. Oui, bien sûr. Et c'est l'occasion aussi de montrer le travail qui est fait par les agents animaliers et le travail des bénévoles et comment fonctionne un refuge un petit peu... Et voilà, toutes les personnes qu'on peut y rencontrer, les personnes qui viennent abandonner, mais aussi les gens qui viennent adopter. Est-ce que vous avez eu des retours positifs? Les gens, ce week-end, vous ont parlé de cette diffusion du documentaire? Oui, beaucoup de compliments. Et puis, on a beaucoup de retours aussi sur le Facebook du refuge. Donc, c'est plutôt positif. Ça nous encourage à continuer dans cette voie-là. Et ça reflète le travail qui est fait dans tous les refuges de la SPA. Donc, ça fait une petite lucarne sur notre travail, un petit focus sur notre travail, et c'est assez valorisant et ça permet de mettre en avant les animaux qu'on a à l'adoption, et c'est très important, c'est le plus important. C'est aussi important de le préciser, le refuge SPA de Plaisir, c'est l'un des plus importants de France en termes d'adoption, c'est ça? En termes d'adoption, en termes de capacité aussi, on a des locaux qui ont été rénovés il y a 6 ans, donc effectivement, comme on voit dans les images, c'est un beau refuge, mais qui demande de l'entretien. Les animaux abandonnés, la couleur des murs, ils s'en moquent, donc c'est plutôt le soin porté par les équipes des agents animaliers qui est très important, et le soutien des bénévoles. Mais effectivement, on a la chance d'avoir des parcs de détente, c'est quand même un environnement favorable. On a une capacité de plus de 200 chats et de 110 chiens. Et c'est une capacité, on est toujours au maximum de notre capacité d'accueil pour sauver le plus d'animaux possible. On a récupéré les animaux de Corse. Cette semaine, on récupère des animaux d'une sortie de fourrière de province. La semaine prochaine, on récupère des animaux d'une fourrière du Sud. Donc ça arrive constamment, et on va récupérer des chats aussi. Qu'est-ce que vous espérez avec la diffusion de ce documentaire? Est-ce que vous espérez que ça va sensibiliser aussi les personnes sur cette question de l'abandon des animaux? Sur à la fois le geste d'abandonner son animal, alors qu'il peut y avoir des solutions en amont, et surtout de réfléchir avant d'acquérir un animal. Vraiment, notre disponibilité, les bonnes raisons pour lesquelles on prend, non pas pour faire seulement plaisir aux enfants, parce qu'on oublie tout le reste à ce moment-là, et c'est dans ces cas-là en général que ça peut mal se passer, mal se finir pour l'animal. Et puis de montrer aussi le principe de l'adoption responsable. On voit les agents animaliers conseiller les adoptants, venir, s'ils ont déjà un animal, venir avec leur chien, qu'on puisse tester les animaux ensemble. Ça, c'est très important parce que nous, l'adoption, on la voit sur le long terme. Donc, c'est important de faire vraiment un travail de conseil en amont et d'orienter les personnes vers un animal qui leur corresponde autant au chat qu'au chien. C'est le travail des agents animaliers. Les caméras de TV78 ont eu l'occasion de se rendre à plusieurs reprises sur le refuge. Là, les caméras de C8 aussi sur place. Comment réagissent les animaux avec la présence de toutes ces caméras? Ça va? Ils réagissent bien? Ils sont plutôt habitués maintenant. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que quelquefois, quand il y a les preneurs de son qui approchent le micro, donc c'est une grosse masse comme une petite moumoute, comme un doudou. Et du coup, certains chiens, ça peut effectivement un petit peu les exciter. Ils essayent d'attraper les micros, mais sinon, ils se comportent très bien. Et ils font de très belles images, ils sont très photogéniques. On précise, deuxième partie de ce documentaire qui sera diffusé ce vendredi à 21h sur C8. Peut-être un mot sur l'adoption pour terminer, les conditions pour adopter, et quelles sont ces conditions? Alors pour l'adoption d'un chien, on demande une participation de 300 €, pour un chien, de 300 € pour un chiot, 250 € pour un chien adulte, 150 € pour un chat. Les animaux sont identifiés, c'est très important. Les animaux sont vaccinés et sont stérilisés. C'est important, on milite beaucoup pour la stérilisation des chats, principalement des chats errants également. Donc c'est aussi une activité exercée par le refuge, stériliser les chats errants pour éviter la prolifération. Nombreux chatons sont décédés de maladies parce qu'ils sont accumulés dans les fourrières, dans les refuges. Donc effectivement, c'est important de stériliser les animaux pour éviter les portées non assumées qui se retrouvent lâchement abandonnées dans des cartons devant les portes des refuges. Et comment ça se passe? On peut venir directement sur le refuge? Il faut prendre rendez-vous au préalable? Rendez-vous, les refuges accueillent les visiteurs pendant les horaires d'ouverture. Les personnes viennent avec une pièce d'identité, un justificatif de domicile. Et puis effectivement, on demande un petit peu leur contexte, on pose des questions, ils nous posent des questions bien sûr, et on passe du temps avec eux pour les orienter au mieux et afin qu'ils repartent avec l'animal qui leur convienne. Et toutes ces informations, on peut bien sûr les retrouver sur le site internet de la SPA de Plaisir qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Ninon Rueff d'avoir été avec nous. Merci à vous. Chef d'équipe au refuge SPA de Plaisir.
Culture avec un nouveau visage pour la commanderie des Templiers à Elancourt. Pour cette nouvelle saison, elle devient la commanderie, un lieu qui doit répondre notamment aux attentes des jeunes. Samedi, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines lançait le premier trimestre de sa saison culturelle. Mélanie Poquet. La commanderie dit welcome. Le site historique sur Elancourt fait peau neuve pour sa nouvelle saison. Une saison multiculturelle en y mêlant danse, rencontres musicales ou encore ateliers scientifiques. Un Fab Lab, enfin une sorte d'incubateur qui va permettre quelques expérimentations, un peu d'innovation sur le plan culturel, donc toujours en termes de créativité. En plus, on va mettre quelques thèmes un peu plus sur l'activité ou sur la discipline scientifique et technique, les nouvelles technologies. Deuxième vie, avec des nouvelles attentes de nos jeunes aussi. Donc c'est pour ça que vous avez toute une ambiance musicale très ciblée aussi un peu sur cette population. De la musique avec un DJ parisien, des démonstrations de danse et un café éphémère pour se restaurer. Un avant-goût d'une saison qui fonctionnera au trimestre. Nous allons faire des programmes de trimestre en trimestre, ce qui nous permet d'ajouter des actions, des événements qui soient différents de ce que nous on programme, avec des partenaires, que ce soit des associations, des compagnies ou les collectivités locales intéressées. Donc on a pensé par exemple organiser des marchés circuits courts pour permettre aux gens qui passent en voiture tous les jours de s'arrêter faire leurs courses. La commanderie reste aussi un lieu d'exposition. Pour débuter ce premier trimestre, c'est le design européen qui est mis à l'honneur, avec une quarantaine de pièces issues des collections du musée de la ville. Et c'est justement cette exposition sur le design européen à la commanderie qui est le coup de cœur culture de la semaine. Pour en parler, Mélanie Poquet, bonsoir. Bonsoir. On a vu quelques images de l'exposition, Mélanie. Une quarantaine de pièces de mobilier sont présentées. Et oui, c'est un saut dans le temps qui vous attend à la commanderie. Alors pas au XIIe siècle, qui est la date de la fondation du site. On va un peu moins loin, plutôt dans les années 60-70. Ce sont les plus représentés dans l'exposition, une quarantaine d'œuvres qui vous fait découvrir cette époque. Il a fallu choisir parmi les 3000 œuvres de la collection du musée de la ville. Après-guerre, le mobilier, l'électroménager se caractérise par une forme de fonctionnalisme, de rationalité. Et à partir des années 60, il y a une remise en cause de ce rationalisme. Et là, le design oriente des voies nouvelles, beaucoup plus pop et joyeuses dans son expression plastique, esthétique, avec des formes très colorées, des formes originales qui remettent un petit peu en question les mœurs. Des formes originales, c'est le mot, Mélanie. Et oui, si comme vous êtes plus attiré par le mobilier classique, il y a de quoi être surpris. Alors on peut y découvrir des lampes en forme de gélules, de pilules, des poubelles qui sont penchées. On peut même s'amuser à deviner à quoi sert l'objet exposé et sont présentes des œuvres des grands noms du design européen. Ettore Sottsass, par exemple, Magistretti. En France, on peut citer, alors le plus connu sans doute, Philippe Starck. Starck, c'est 10 000 créations, lui tout seul. C'est quand même un des plus grands designers français, sans doute l'un des plus grands designers contemporains au monde. Alors l'exposition a débuté le samedi 8 septembre. Elle est à découvrir dans la chapelle de la commanderie. L'entrée est libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h et ne tardez pas pour en profiter. Elle se termine le 30 septembre. Merci Mélanie. Rendez-vous juste après ce journal, c'est ça ? Pour la reprise de votre émission, le 7-8 Culture. Et un nouveau jour en cette nouvelle saison, c'est désormais tous les mardis. Avant de se quitter, des poneys ont envahi Saint-Quentin, l'espace Saint-Quentin. Pour les 3 premiers samedis de septembre, des initiations équestres se déroulent au centre commercial à Montigny-le-Bretonneux. Découverte de cette activité avec vous, Mélanie Poquet, mais aussi Marilène Yapichino. Ils s'appellent Hatchoum, Britney et Spider-Man et tous les 3 se font une sortie au centre commercial ces samedis du mois de septembre. Leur mission, faire découvrir leur univers aux plus petits. C'est un sport de plein air. Il apprend à l'enfant à être altruiste puisqu'il va vraiment s'occuper d'un animal vivant. Il y a un contact avec l'animal que les autres sports n'ont pas forcément et c'est ça qui est très important. La nature, l'animal et le don de soi un peu. Je vais t'apprendre tout ce que les poneys mangent. Est-ce que tu sais ce que ça peut manger un poney ? Les enfants apprendront comment on s'occupe du poney, de sa nourriture jusqu'au pansage. Le club Sky Équitation accueille les petits dès l'âge de 2 ans pour des cours hebdomadaires, mais également des stages ponctuels pendant les vacances.
Je trouve que c'est très bien pour faire découvrir un petit peu l'univers du poney, de l'équitation aux enfants. Donc c'est une bonne première approche. C'est plutôt sympa de pouvoir venir voir les poneys pendant qu'on fait un petit tour avec les petits et pouvoir découvrir un petit peu tout ça. Après les explications, la balade dans les allées de l'espace Saint-Quentin. Et pour les plus petits, un parcours rien que pour eux sur des poneys parfois aussi capricieux que les vrais. La fin de ce 7-8 journal, replay sur notre site internet et notre application mobile. N'oubliez pas, dans quelques instants, place au premier 7-8 culture de la saison. Belle soirée avec TV78.